Tout au long du XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne a connu une révolution économique, industrielle et sociale sans précédent, inventant de nouvelles manières de produire, de nouvelles machines et une nouvelle classe de travailleurs au service des machines et de leurs propriétaires. Exploités, sous-payés, privés du droit d'association, du droit de grève et du droit de vote, ils sont des centaines de milliers de femmes et d'hommes ne possédant rien d'autre que la force de leurs bras et leur volonté d'être reconnus comme des êtres humains à part entière. La plaine de Waterloo en Belgique. C'est ici qu'en 1815, la Grande-Bretagne et ses alliés ont triomphé de l'empire de Napoléon. La Grande-Bretagne est alors la première puissance industrielle du monde, et la Belgique, sa tête de pont sur le continent européen. Symbole de cette entente, le lion de 26 tonnes de fonte qui couronne la pyramide a été coulé dans une aciérie belge fondée par un Anglais à Seraing, près de Liège. Au début du XIXe siècle, la Belgique est seule en Europe à adopter sans réserve le modèle anglais. Les deux pays ont en commun leur libéralisme économique qui favorise le développement des grandes entreprises employant plusieurs milliers d'ouvriers, ce qui en France et en Allemagne reste encore l'absolue exception. En quelques décennies, la Belgique devient ainsi la seconde puissance économique mondiale, juste derrière l'Angleterre. La Belgique, c'est le paradis des capitalistes, dit-on, et l'enfer des ouvriers. La scierie de Seraing en 1840. La même aciérie, un siècle et demi plus tard, filmée par le cinéaste Jean-Claude Rigat dans les années 1980. La scierie a fermé en 1990. D'une des plus grandes usines d'Europe, ne reste que cette carcasse rouillée dont personne ne sait que faire. Et des souvenirs d'ouvriers. Un haut fourneau, c'est vivant. Vous chargez de la matière par le dessus, la matière descend dans le haut fourneau, il y a toutes sortes de réactions avec les gaz qui se font. Et en dessous, la matière sort bien ou elle ne sort pas bien. Et donc, des fois, la température idéale, c'est 1480 degrés. Mais des fois, on chutait en dessous des 1400 degrés. Donc, alors là, les matières ne s'écoulaient pas bien, quoi. Et c'est là que les journées étaient les plus difficiles. Oui, je me rappelle bien une fois quand tu étais venu à Kessel, parce qu'il était transféré sur Kessel dans le froid. M'avait un peu expliqué son métier et tout ça quand tu m'avais fait un peu une caricature du haut fourneau en me disant c'était un estomac, c'est comme un estomac. Tu l'écoutais au bruit et c'était pas mal. Fallait toujours être attentif au moindre bruit. Dès qu'il y avait un bruit suspect, il fallait tout de suite réagir, quoi, parce que ça pouvait tout de suite tourner à la catastrophe, quoi. On ne riait pas tous les jours, mais c'est là que j'ai les meilleurs souvenirs. Mais le chaud, c'est pas le froid. Le chaud, c'est beaucoup plus familial. Hein. Il y a quelque chose dans le chaud qui... Enfin, moi, pour avoir fait les deux, chaud et froid, le chaud, il n'y a rien à faire. C'est plus chaleureux. Demain, on relance. Vous pouvez demander aux travailleurs qui travaillent dans le chaud. Ils courent pour aller travailler dans le chaud pour relancer les outils. La plupart des gens, c'est beaucoup plus chaleureux. Je sais pas, c'est plus familial. Pourtant, il y a toujours eu des tensions aussi. Hein. C'est pas que tout était rose dans le chaud, loin de là. Mais il y avait quelque chose, une entraide qui était différente. On travaillait plus ensemble, je trouve. Mais c'est vrai que dans le froid, on doit être tout le temps attentif au défilement de la bande. Voilà, c'est très différent. Les gens sont un peu plus isolés, ils sont dans des cabines. Oui.
Voilà. des cabines sur la ligne, tandis que bon, nous on était... On devait travailler ensemble. Et après maintenant, le dernier plan de restructuration de M. Mittal, on était en cours de trop, donc il a fallu licencier du personnel. Donc voilà, ça a été la porte. Après 30 ans de sidérurgie. Et maintenant? Maintenant, j'ai retrouvé du travail, je suis reconverti dans la logistique et le transport. Voilà, à 53 ans, c'est pas mal. Parce que bon, il y a déjà beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas de travail. Donc voilà, je peux m'estimer heureux, quoi. Un retour en arrière. En 1886, des ouvriers de la même entreprise. Eux ne parlent pas. On ne sait pas ce qu'ils pensent, mais aucun ne sourit. On voit la fatigue et l'âge. Celui des enfants apprentis, celui d'un vieillard qui n'a pas d'autre choix que de continuer à travailler, car il n'y a pas de retraite pour les ouvriers. 20 ans plus tôt encore, 1868, les ouvriers de la même fonderie. Une extraordinaire galerie de portraits commandée par la direction pour montrer la richesse de l'entreprise en matériel humain. Les ouvriers posent en studio avec les outils de leur métier. Les images nous montrent ce qu'ils font, mais pas comment ils vivent. Ils s'entassent dans les nouveaux taudis des villes industrielles, comme ceux de Glasgow. Des ghettos insalubres, dérobés au regard des classes les plus heureuses, dont parfois une seule rue les sépare. Des maisons délabrées, louées à prix d'or par des propriétaires sans scrupules. La boucle de l'exploitation est ainsi bouclée. Stéphane Berger, historien. Certains logements étaient construits par les employeurs, d'autres par des entrepreneurs privés. Mais généralement, le but était d'entasser le plus grand nombre d'ouvriers possible dans une seule maison, puisque la nouvelle logique capitaliste imposait de tirer profit de l'habitat. Bien souvent, ça impliquait également un nouveau régime alimentaire. Désormais, ce régime n'était plus déterminé par les ressources offertes par l'agriculture, mais parce que les salaires des ouvriers leur permettaient d'acheter et de consommer. Or, il s'agissait bien souvent d'un régime alimentaire très insuffisant. J'en ai ici un exemple fourni par l'économiste Friedrich List, qui s'est intéressé à ce que mangeaient les familles pauvres dans les États allemands au milieu du XIXe siècle. Voici ce qu'il écrivait. Des pommes de terre sans sel, une soupe très claire avec du pain noir, de la bouillie et de temps à autre des boulettes de pain noir. Les mieux lotis peuvent s'offrir un petit morceau de viande fraîche ou fumée une fois par semaine. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent le terme rôti que par ouï-dire. J'ai vu des maisons dans lesquelles on avait pour habitude de suspendre un hareng au plafond avec une ficelle, juste au-dessus de la table. Chacune des personnes attablées pouvait frotter sa pomme de terre contre le hareng afin de lui donner plus de goût. Fin de citation. La misère des ouvriers anglais vers 1830 est si profonde qu'ils comparent leur sort à celui des esclaves noirs des colonies. En 1833, quand le Parlement anglais abolit l'esclavage, certains vont jusqu'à protester en réclamant qu'on libère d'abord les esclaves blancs, comme ils s'appellent eux-mêmes. Mais on assiste à un tournant. La population ouvrière des grandes villes est devenue si nombreuse qu'il n'est plus possible de l'ignorer. Exploitée, affamée, mécontente et méconnue, elle fait peur.
Aujourd'hui, les barbares qui nous menacent ne sont pas au Caucase, ni dans les steppes de Tartarie, écrit un journaliste français. Ils sont dans les faubourgs de nos villes industrielles. La société moderne périra par ses prolétaires. Ce n'est pas seulement une figure de style. La bourgeoisie est directement menacée par les épidémies qui éclatent dans les taudis des grandes villes, et contre lesquelles les barrières sociales sont impuissantes. Diphtérie, scrofulisme, choléra. Les enfants monstrueux de la révolution industrielle. En Angleterre, des journaux militants comme Le Gardien du Pauvre dénoncent publiquement les conditions de vie des ouvriers. Tandis que dans toute l'Europe industrielle, des commissions parlementaires se penchent sur ce qu'on appelle désormais la question sociale. La bonne société ne peut plus faire comme si elle ne savait pas. Mais pour elle, ce n'est pas la faute du système, c'est celle des ouvriers. Alors, chacun y va de sa recette. L'ouvrier irait mieux s'il allait plus souvent à l'église. S'il buvait moins. Ou encore, comme dit le philosophe Malthus, s'il faisait moins d'enfants, pour raréfier l'offre de main-d'œuvre sur le marché et obtenir ainsi de meilleurs salaires. Les réformateurs anglais ont une démarche pragmatique et s'attaquent tout d'abord au travail des enfants, dénoncé par Charles Dickens dans son roman de 1837, Oliver Twist. Ces enfants sont alors des dizaines de milliers à travailler dans les filatures et les mines, taillables et corvéables à merci. La doctrine libérale interdit à l'État d'intervenir dans la relation de travail entre ouvriers et patrons, considérée comme un marché passé librement entre deux partenaires égaux. Avec les enfants, l'argument s'effondre. En 1842, malgré la virulente opposition du patronat, le Parlement interdit le travail des enfants de moins de 10 ans dans les galeries souterraines. Une victoire obtenue en partie grâce à la pruderie victorienne. La chaleur dans les mines obligeant enfants et adultes à travailler à moitié nus. À la même époque, la Grande-Bretagne, toujours en avance sur le reste de l'Europe, est la première à légaliser les syndicats ouvriers, même si la grève reste interdite. Priorité est donnée à l'action politique. En 1832, réformateurs et représentants ouvriers signent ensemble une charte réclamant le suffrage universel et la démocratisation du Parlement. Leçon de démocratie concrète. La charte est accompagnée d'un schéma de bureau de vote à bulletin secret. Les pétitions chartistes rassemblent des millions de signatures. Les meetings, des centaines de milliers de manifestants. C'est un mouvement de masse à l'échelle de la grande industrie qui lui a donné naissance et qui est aussi à l'origine de l'image convenue qu'on se fait de la classe ouvrière. Cette foule compacte et homogène que rien ne semble pouvoir arrêter. Mais pendant tout le 19e siècle, cette image n'est vraie que pour l'Angleterre et la Belgique. La France, à quelques exceptions près, ignore la grande usine. Son industrie repose sur un réseau dense de petites entreprises, de quelques dizaines d'ouvriers au plus. Une échelle qu'on a longtemps traitée d'artisanale, comme si la grande industrie était la seule capable de produire d'authentiques ouvriers. Un a priori réfuté par le philosophe Jacques Rancière. Les gens de ma génération ont vécu avec l'idée de la classe ouvrière comme une espèce de réalité massive, quoi. Il y avait les masses de gens qui sortaient des usines, il y avait un syndicalisme qui était fort, il y avait ces masses ouvrières qu'on voyait défiler. Donc on avait une espèce de vision globale qui était autour de l'usine, quoi. Autour de l'usine et comme une espèce de réalité stable. Or, par rapport à ça, les gens disaient, mais avant la classe ouvrière, il y a quelque chose qui est différent, c'est l'artisanat,
Bon, par conséquent, moi, quand j'ai commencé à travailler sur les années 1830, on m'a dit, mais c'est pas des vrais ouvriers, parce que pour les gens, les vrais ouvriers, c'est les gens qui travaillent à l'usine, c'est les gens ceux qui travaillent à la chaîne. C'était un peu comme ça qu'on pensait les choses. Alors bon, par rapport à ça, bien sûr, j'ai essayé de changer la perspective, de dire, mais la classe ouvrière, bon, ça n'existe pas en soi. Alors, on peut toujours le définir comme réalité sociologique, mais la classe ouvrière, c'est une réalité qui est aussi une réalité symbolique. C'est-à-dire, pour qu'il y ait classe ouvrière, pour qu'il y ait mouvement ouvrier, il faut qu'il y ait des gens qui, à un certain moment, justement, sortent de leur simple condition d'ouvrier, au sens où des gens qui sont payés pour faire un travail, qui le font, et puis qui rentrent chez eux, et puis qui recommencent le lendemain, quoi. Si on regarde un petit peu d'où viennent les gens qui sont ouvriers au 19e siècle, bon, ils viennent de régions très très différentes, ils ont des trajets très très différents, et bon, ils vivent un peu souvent cette condition comme une condition qui est une condition transitoire. Bon, je cite quelque part, je pense les propos de cet ouvrier saint-simonien qui raconte un peu tous les métiers qu'il a fait, les métiers les plus divers, et donc il énumère ces métiers en disant « et toujours dans une autre attente ». Voilà, bon, j'ai essayé de commenter cette autre attente, savoir que la classe ouvrière est inventée par des gens qui sont dans une autre attente. C'est pourtant dans ce milieu ouvrier français, hétérogène et volatile, que naissent et se propagent les utopies les plus radicales du XIXe siècle. Voilà le rêve de Fourier, où chacun ne travaille que selon son désir, et où mariage et famille sont remplacés par un nouveau monde amoureux, régi par la loi des attractions. Voilà, moins amusant, le rêve de Cabet, l'inventeur du mot communisme, qui trouve Fourier bien immoral et prône une communauté idéale de travailleurs, où tout est mis en commun, sauf les femmes, et où l'égalité règne dans l'abondance. Voici Leroux et sa philosophie religieuse du progrès, qui rejette égalitarisme et communisme et exige le respect de la propriété privée. Voilà Proudhon, pour qui au contraire la propriété c'est le vol, et qui veut instaurer pacifiquement une démocratie mutualiste. Et Blanqui, l'insurgé permanent, qui sera de toutes les révolutions ouvrières du siècle, partisan de l'action clandestine et du coup de force révolutionnaire. Sa dernière société secrète porte un nom poétique, la Société des Saisons. Saint-Simon, au contraire, veut en finir avec les révolutions et remplacer l'exploitation de l'homme par l'homme par un partage fraternel des bienfaits du progrès et de la grande industrie. Il y a toutes sortes de doctrines qui font comme des espèces d'OPA sur les ouvriers. Bon, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'utopistes et qui ont des plans. Ils ont des plans de réorganisation de la société. Bon, c'est formidable, mais bien sûr, pour les réaliser, il faut des ouvriers. Donc, il y a cette espèce de tension extraordinaire où il y a, par exemple, le cas de la religion saint-simonienne qui est exemplaire parce que les saint-simoniens, c'est un peu les ancêtres de ce qu'ont été les établis. Donc, dans la période de mai 68, c'est les gens qui vont travailler en usine. Bon, peu d'entre eux ont été travaillés véritablement en atelier, mais en tout cas, ils ont ce mouvement. Voilà, on est des fils de bourgeois, on est des polytechniciens, on est des avocats, on est des médecins. On veut dépouiller nos privilèges pour rencontrer donc les travailleurs. Et bien sûr, les ouvriers sont comme fascinés par cette espèce de geste des privilégiés qui renoncent à leurs privilèges, des gens qui vont s'adresser à eux, qui viennent fraterniser avec eux, qui viennent promouvoir cette espèce de religion d'amour, mais en même temps, ils n'ont aucune envie de se lancer dans ces armées industrielles. Donc voilà, il y a cette espèce de tension, il y a des gens qui veulent libérer, affranchir les travailleurs, les émanciper, mais qui en même temps les recrutent finalement pour le même type de travail. Et puis il y a en face ces ouvriers qui veulent bien être aimés, mais en même temps, ils sont évidemment très très loin des exigences de discipline, de règlement de toute la vie, qui sont celles de l'utopiste Cabet en l'occurrence. Étienne Cabet, qui réussit à enrôler 150 hommes et femmes pour fonder en Amérique une communauté libertaire appelée Ikari. Une utopie rapidement minée par les conflits, mais qui parviendra malgré tout à survivre jusqu'à la fin du XIXe siècle. Plus populaire que les rêveries des utopistes, une nouvelle forme littéraire
apparaît dans la France de 1830. La poésie ouvrière, comme celle du cordonnier Savinien Lapointe. Ces poètes ouvriers qui travaillent le jour et écrivent la nuit choisissent de s'exprimer dans la langue noble des écrivains bourgeois. La misère ouvrière, chantée en alexandrin. La démarche peut prêter à sourire, mais elle parle aux ouvriers, comme cette chanson de Pierre Dupont, surnommée à l'époque la Marseillaise des travailleurs. Nous dont la lampe le matin au clairon du coq se rallume, nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume, nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse. Quels fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Où vont les flots de nos sueurs? Nous ne sommes que des machines. Ce nous qui revient avec insistance, c'est la prise de conscience d'une identité commune, malgré la disparité des statuts et des métiers. Dans l'espace public, elle se traduit par le vêtement que l'on porte. La blouse, qui se généralise en France au milieu du XIXe siècle, désigne l'ouvrier. L'habit, le bourgeois. La blouse se porte souvent manches retroussées, car l'ouvrier montre ce qu'il vend, sa force de travail, tandis que le bourgeois ne se montre en public que vêtu de pied en cap. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'accès au jardin des Tuileries est interdit aux blouses et réservé aux seuls habits. Mais avec le développement de l'industrie textile et la baisse du coût des vêtements, les ouvriers s'endimanchent et s'habillent en bourgeois les jours de fête. Par réaction, la jeunesse bourgeoise ne s'affiche plus que débraillée et mal rasée. À l'inverse, quand les ouvriers se remettent à porter la blouse, même le dimanche, pour affirmer leur identité, un commissaire de police perspicace y voit le signe de leurs sentiments séditieux. Mais cette façon de porter la blouse pour affirmer son identité de classe est typiquement française. Un ouvrier de Londres aurait honte d'aller en société sans porter des vêtements en apparence semblables à ceux de son employeur. Ouvriers anglais et français ont en revanche en commun une forme de résistance au travail héritée du XVIIIe siècle. C'est la Saint-Lundi, un jour de repos supplémentaire qu'ils s'octroient sans rien demander à personne. La coutume, répandue également en Allemagne sous le nom de lundi bleu, fait l'objet de dessins humoristiques. Ici, la femme corrige son mari paresseux et ivrogne. Là, les ouvriers profitent de ce jour de loisir pour taper sur les bourgeois, soulignant le caractère subversif de cette entorse au nouvel ordre industriel, pratiqué encore au début du XXe siècle. Les propriétaires étaient très soucieux de faire régner l'ordre au sein de leurs usines. Le nouveau régime industriel imposait un emploi du temps extrêmement serré. Tout devait impérativement s'ajuster au rythme des machines. Dans l'usine, tout était donc chronométré du début à la fin de la journée de travail. Les pauses étaient chronométrées, même lorsque vous deviez aller aux toilettes, vous étiez minuté. Et tout ça faisait l'objet d'un contrôle très strict. Par exemple, la compagnie Krupp, au milieu du XIXe siècle déjà, employait des gens pour contrôler le temps que les ouvriers passaient aux toilettes. Les ouvriers ont donc cherché par toutes sortes de petites manœuvres à saper le nouveau rythme de l'usine, en restant plus longtemps aux toilettes, en commençant à travailler en retard, en essayant de grappiller des pauses en cachette pendant le travail, parfois même en sabotant les machines pour freiner le rythme de l'usine. Les ouvriers mettaient donc en œuvre une multitude de moyens pour tenter de défendre leur propre rythme de travail contre celui qu'imposait la machine et l'usine.
Ghislaine Tormos, ouvrière dans l'industrie automobile. Les gars attendent régulièrement une panne. Parce que la panne, c'est là que je souffle. J'en ai même qui font des gris-gris sur la ligne pour dire il faut que tu tombes en panne à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Tellement les gens on ras le pompon, quoi. Parce que quand une chaîne, elle s'arrête pas, c'est 3 heures consécutives avant d'attendre 20 minutes de pause. C'est long, hein. C'est long. Entre la fatigue, entre vous avez soif, vous avez faim, le café qui est indispensable. Maintenant, on n'a même plus le droit d'aller boire un café. C'est 2 minutes réglementaires. Et si tu veux y aller une deuxième fois, il faut demander à ta hiérarchie. Donc si elle refuse, tu restes en poste. C'est pareil pour aller uriner. Ils ont institué que ce serait que 2 minutes pour aller aux toilettes. Et une seule fois. C'est limite si on leur dit pas éduquez votre vessie, quoi. C'est ça. Donc ils en sont là. Ça c'est nouveau quand même. Ça fait quoi, même pas peut-être 8 mois que c'est sorti. Ça c'est le directeur du site qui a décrété que. Alors je sais pas comment il fait lui dans son bureau, je sais pas. Contrairement aux ouvriers anglais, majoritairement légalistes, les ouvriers français du 19e siècle pratiquent volontiers l'insurrection. Leur arme favorite est la barricade. Spontanée, urbaine, faite de briques et de broc, à leur image. Entre 1830 et 1871, Paris connaît ainsi 3 grands soulèvements populaires. Le premier éclate en juillet 1830. Les ouvriers s'allient aux bourgeois républicains pour renverser le régime autoritaire de Charles X. Mais quand, dans la foulée, ils réclament une réforme sociale, ils se font rabrouer par les nouvelles autorités républicaines qui les traitent d'enfants irresponsables. Un saut dans le temps. 1 siècle et demi plus tard, un dirigeant du Parti communiste tchécoslovaque harangue les ouvriers d'une usine de Prague qui se sont mis en grève pour obtenir une démocratisation du régime. V žádné zemi ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické neexistuje to, aby 15letí děti určovali, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jim má být. A to se bohužel stalo. J'ai plusieurs fois commenté ce texte de 1829 d'un écrivain français, Ballanche, qui réécrit la sécession des plébéiens romains sur l'Aventin, quoi. Où ce qui devient important, c'est pas le fait que les plébéiens ont des revendications, c'est le fait qu'ils veulent être entendus comme des êtres parlants. Et pour les patriciens, bien sûr, c'est impensable, parce que pour eux, les plébéiens, c'est des espèces d'animaux, bon, ils peuvent éventuellement grogner, mais qui ne parlent pas. Et les plébéiens ont approuvé qu'ils parlent. Ils font donc toute une série d'actes symboliques pour montrer qu'ils sont des êtres parlants, quoi. Or, c'est un texte qui a eu beaucoup d'influence à l'époque et qui véritablement, on peut dire, correspond très fort à ce que les gens ressentent, en 1830 sur le pavé parisien, qui ressentent en 1831 lors des insurrections lyonnaises, qui ressentent dans toute cette période, quoi. À savoir que désormais, ils veulent être entendus comme des êtres parlants, comme des êtres qui eux aussi ont, on peut dire, au fond, une capacité de penser les choses de la communauté et d'instituer comme une espèce de discussion sur cette communauté. Pendant les 3 jours de la Révolution de 1830, classe et signe se mélangent. Dans le célèbre tableau de Delacroix, le Gavroche porte un gilet de bourgeois et le bourgeois un pantalon d'ouvrier. Quant à l'ouvrier en blouse, il semble attendre que la Marianne lui rende enfin justice. Mais une fois la révolution politique acquise, la bourgeoisie impose le retour à l'ordre. Les ouvriers impuissants doivent renoncer à la révolution sociale.
18 ans plus tard, en février 1848, on prend les mêmes et on recommence. Bourgeois et ouvriers, une fois de plus alliés, renversent la monarchie de Louis-Philippe et proclament la République. Et une fois encore, les ouvriers parisiens acceptent de remettre à plus tard la révolution sociale. Lors d'un épisode symbolique où ils renoncent au drapeau rouge et se rallient au drapeau tricolore. En échange, ils obtiennent la création des ateliers nationaux, des chantiers publics qui doivent les occuper et les nourrir pendant la grave crise économique provoquée par la Révolution. Mais en juin, le gouvernement décide de fermer ces ateliers et les ouvriers désespérés et affamés reprennent les armes, réclamant du pain ou du plomb. Et pour la toute première fois, la photographie montre une insurrection ouvrière. On est le 26 juin 1848. Et au moment où cette image est prise, les défenseurs de cette barricade de la rue du Faubourg du Temple ne savent pas encore que l'insurrection a échoué et qu'ils sont parmi les derniers à résister. Un second cliché, pris le lendemain au petit matin, montre la rue après l'assaut de l'armée. Les soldats achèvent les blessés, fusillent les prisonniers et parfois aussi tous les habitants des maisons voisines. Il y aura 3000 morts, des milliers de condamnés au bagne ou à la déportation en Algérie. Un lourd prix à payer pour l'échec de cette révolte spontanée, sans chef ni stratégie. Gianni Marchetto, jeune ouvrier au début des années 60 à l'usine Fiat de Turin. Quand il y avait une grève, je la faisais toujours. Mais ne me demande pas d'expliquer pourquoi on faisait grève. Il y avait grève et on la faisait, parce qu'au moins, on n'allait pas travailler. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, on voit arriver un ami du même village que moi. C'était Biso, le frère du Moro. Il nous dit « Venez avec moi. » On va où? C'était un jour de grève, il n'était pas encore midi. On va foutre un peu de bordel. Ah, très bien. Alors on prend le trolleybus et on descend au deuxième arrêt, à Kachinevica, qui était le quartier industriel de la ville de Rivoli. On descend, on marche un peu, et tout à coup, on voit Biso s'arrêter. Il se baisse pour ramasser une pierre. On était 3 ou 4 jeunes, et nous aussi, on commence à ramasser des pierres. Alors qu'on s'apprête à les lancer, on entend crier derrière nous « Qu'est-ce que vous faites, bande de couillons ?» Vous ne voyez pas que vous visez les fenêtres du vestiaire des ouvriers. Vous êtes fous. Vous êtes une bande de cons. Puis il ajoute, si vous voulez lancer des pierres, lancez-les plutôt là. Et il nous montre les fenêtres de l'immeuble où se trouvaient les bureaux du patron. Ce jour-là, j'ai appris une chose. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les pierres. Les jeunes d'aujourd'hui, à mon avis, auraient plus d'une bonne raison de lancer des pierres contre certaines fenêtres. Mais il ne faut pas se tromper de fenêtre. Les barricades des journées de juin 1848 étaient comme ces pierres jetées au hasard, spontanées, dressées pour défendre sa rue, son quartier, sans coordination, sans but ni stratégie. Elles n'ont tenu que 3 jours. En 1871, la Commune de Paris a retenu la leçon de leur échec. Contrairement à l'image qu'en donne ce cinéaste soviétique des années 20, qui se laisse un peu emporter par son élan révolutionnaire, les barricades de la Commune de Paris sont tirées au cordeau, pensées à l'échelle de la ville entière et supervisées par une commission des barricades qui interdit la construction de barricades sauvages. Cette discipline toute militaire a une raison. La Commune compte de nombreux soldats dans ses rangs.
Elle est née de la guerre contre la Prusse déclenchée en 1870 et de la défaite française qui a entraîné la chute du Second Empire. Refusant les termes de l'armistice qui exige que Paris rende ses canons, les Parisiens les gardent et chassent le nouveau gouvernement républicain qui s'enfuit à Versailles. Pendant les 72 jours de son existence, la commune se livre à des gestes spectaculaires, comme l'adoption du drapeau rouge et la destruction de la colonne Vendôme, symbole de l'Empire renversé. Tout aussi symboliques sont les dizaines de décrets que la commune, assiégée par l'armée gouvernementale, prend tout en sachant qu'elle n'aura jamais le temps de les faire appliquer. Décret sur la remise des loyers, décret sur la séparation de l'Église et de l'État, décret sur la gratuité de l'enseignement et des fournitures scolaires, sur la suppression du travail de nuit des ouvriers boulangers, sur le muséum d'histoire naturelle, sur la création d'une chambre syndicale des ouvrières, sur un nouveau marché Place Monge, sur l'organisation d'un grand concert au profit des blessés et des prisonniers le jeudi 25 mai, alors que les troupes versaillaises sont en train de reprendre la ville. La commune sera écrasée en une semaine, la semaine sanglante, au prix de 7000 morts. Après les massacres, les injures. Dans cette série de vues stéréoscopiques, la commune est devenue un sabbat rouge, une orgie de démons infernaux, de sorciers et de sorcières. Quelques années plus tard, la Troisième République permettra aux vaincus de célébrer leur défaite au mur des Fédérés, le mur du cimetière du Père-Lachaise, contre lequel ont été fusillés les derniers combattants de la commune. Mais même les pierres ne sont pas à l'abri. En 1880, ces pierres, avec leur impact de balles, ont été démontées et remontées à l'autre bout du cimetière, pour servir de support à une sculpture à la mémoire des victimes des révolutions, sans aucune distinction. Une manière commode de mettre dans le même sac victimes et bourreaux. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre au rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Dernière grande révolution du XIXe siècle, la Commune de Paris marque un tournant dans l'histoire des luttes ouvrières. Sa mémoire sera célébrée aussi bien par les grands régimes totalitaires que par de simples militants. Comunardo Tobia, un ouvrier de Terni. Sono l'ultimo di 7 figli. Forse è importante chiamarli per nome tutti, che sono di per se stessi una storia. Ribelle, vera spirita nuova. True new spirit, vero spirito nuovo. Libero avanti. Libero avanti. Pensiero. Pensiero. Ideale. Ideale. Vero e comunale. Che il mio fratello fu battezzato sotto la bandiera rossa nel 1904, compare Urbinati. Una specie di cerimonia, il segretario di sezione avviava alla vita questo ragazzino con la bandiera, presenza della bandiera, non è che facevano le cerimonie, ok, l'augurio, una bottiglia di spumante o di vino, eccetera. Il y a quelque chose qui est propre à la culture de cette partie de l'Italie centrale qui a été sous la domination de l'Église. C'est la volonté de réagir à cette domination en inventant des rituels alternatifs et en nommant ses enfants de manière alternative. Ici, les enfants s'appellent rebelles, idéal, communards. On parle là de la fin du 19e, début du 20e siècle.
Une autre chose importante concernant les noms, c'est qu'ici, on parle de prolétaires. Et le mot prolétaire désigne précisément une personne dont les enfants sont tout ce qu'elle possède. Donc, nommer ses enfants est une affirmation d'autonomie, la seule possible pour quelqu'un qui ne possède rien en dehors de ses enfants. Et en effet, dans toute cette partie laïque de l'Italie centrale, l'Émilie, la Toscane, les Marches, l'Ombrie, donner des noms alternatifs aux enfants est une chose très commune. À Terni, on trouve des gens qui ont des prénoms, pas forcément des prénoms politiques, mais aussi des prénoms fantaisistes. Adamante, Orneore. On choisissait ces noms simplement pour le plaisir de leur musicalité. Il y a donc là une culture ouvrière qui est même pré-socialiste, dans un certain sens. Dans ces rituels alternatifs, les fêtes tiennent une place importante. On célèbre l'anniversaire de la Commune de Paris et surtout le 1er mai, proclamé en 1890 Journée internationale de la fête du travail. Le 1er mai devient dans toute l'Europe un jour de manifestation ouvrière, interdite et violemment réprimée, comme à Fourmies en 1891, où l'armée tire sur les manifestants en faisant 9 morts. En Italie, on descend dans la rue en chantant l'hymne du 1er mai sur l'air du Nabucco de Verdi. D'autres chants, moins pacifiques, célèbrent les luttes et les grandes révoltes, comme celle des tisserands lyonnais de 1832 qui ont combattu l'armée dans les rues de la Croix-Rousse au cri de « vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Une insurrection immortalisée par le célèbre chant des canuts. Notre règne arrivera quand votre règne finira. Notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Mais en réalité, ce chant n'a été composé que 60 ans plus tard par le chansonnier anarchiste Aristide Bruant, qui s'est lui-même largement inspiré d'un poème de Heinrich Heine, datant de 1844 et célébrant une autre révolte, celle des tisserands allemands de Silésie. C'est encore une révolte de désespoir causée par la famine, spontanée et sauvage, réprimée par l'armée après 3 jours d'exaction et de pillage. Or, cette révolte, reconstituée ici dans Les Tisserands, un film allemand des années 20, avait son propre chant, composé par les tisserands eux-mêmes, le Blutgericht, le tribunal de sang. Un chant aux allures de sermon, traitant les exploiteurs de fripons diaboliques de fils de Satan. Deux révoltes, 3 chansons, qui se confondent au fil des ans dans les méandres de la mémoire ouvrière. Et comme si cela n'était pas assez, voici ce qu'écrit à l'époque un jeune exilé allemand réfugié à Londres. Pas une des insurrections ouvrières de France ou d'Angleterre n'a eu un caractère aussi théorique et aussi conscient que l'insurrection des tisserands de Silésie, signé Karl Marx. Quand il écrit ces lignes, Karl Marx n'est encore qu'un jeune révolutionnaire allemand vivant en exil à Londres. Mais les théories qu'il élabore dans les années suivantes vont projeter leur ombre sur toute l'histoire de la classe ouvrière pendant le siècle à venir. Critiquant le socialisme utopique de ses rivaux,
Marx prône un socialisme rigoureux, scientifique, qui fait de la lutte des classes le véritable moteur de l'histoire humaine. Cette lutte oppose désormais la bourgeoisie propriétaire des moyens de production au prolétariat qui ne possède que sa force de travail. L'analyse débouche sur un véritable acte de foi dans la mission rédemptrice de la classe ouvrière. N'ayant rien à perdre, elle est la seule à pouvoir libérer la société tout entière et abolir la notion même de classe. Le processus révolutionnaire est inéluctable. Le capitalisme est condamné à disparaître, miné par ses contradictions internes. Les théories de Karl Marx, développées dans le Manifeste communiste de 1848, se propagent grâce à l'Association internationale des travailleurs qu'il a fondée avec d'autres socialistes et anarchistes européens en 1864. Pourtant, Marx lui-même a failli ne pas être admis comme membre, la section française considérant que seuls les travailleurs manuels étaient de véritables travailleurs. Après d'âpres débats, un compromis fut trouvé, laissant chaque section nationale décider si elle acceptait aussi les travailleurs intellectuels et les femmes. Dès 1870, Marx applaudit aux victoires de l'armée prussienne sur la France. Elles traduisent le nouveau statut de l'Allemagne, un pays essentiellement rural, passé en une vingtaine d'années au rang d'une grande puissance industrielle. Une métamorphose qu'incarnent les usines Krupp, dont sont sortis les canons qui ont bombardé Paris. Pour Marx, le nouveau prolétariat allemand est théoriquement supérieur à tout autre. C'est donc avec plaisir, écrit-il, qu'il envisage le déplacement de la France à l'Allemagne, du centre de gravité du mouvement social européen. Après la défaite de la France et l'échec de la Commune, les faits semblent lui donner raison. En 1875 est fondé le Parti social-démocrate allemand, qui devient le premier parti ouvrier de masse, comptant jusqu'à 1 million de membres, le prototype de tous les grands partis du XXe siècle. En 1880, le parti adopte le marxisme comme doctrine officielle et en tire une conclusion paradoxale. Puisque l'effondrement du capitalisme est inéluctable, il n'est pas nécessaire de faire la révolution. Il suffit d'attendre. Et en attendant, pour être à la hauteur le moment venu, l'ouvrier se doit de devenir respectable et d'adopter les comportements et les goûts de la petite bourgeoisie jusque dans leurs pires excès. Dans l'idée que s'en font les sociodémocrates, la classe ouvrière est composée de différentes strates. Au sommet, il y a le prolétariat qui a conscience de lui-même en tant que classe sociale. Il s'agit typiquement de quelqu'un qui est membre du Parti social-démocrate allemand, qui adhère à un syndicat social-démocrate, à une coopérative social-démocrate, qui fait peut-être partie du club de vélo social-démocrate local. Cette personne-là consacre du temps à sa propre éducation. Elle amasse des connaissances et travaille à la chute du capitalisme. Il s'agit en quelque sorte de la frange la plus élevée de la classe ouvrière. Et tout en bas de l'échelle, on trouve ce qu'on appelle le Lumpenprolétariat. Ce sous-prolétariat regroupe tous ceux qui boivent, qui jouent leur argent, qui battent leurs femmes, qui se fichent éperdument de l'éducation de leurs enfants. Aux yeux de la social-démocratie allemande, ceux-là sont des traîtres à la cause de leur propre classe sociale. Lumpenprolétariat. Le prolétariat en haillons. Vu dans les années 20 par le cinéaste russe Eisenstein, de façon aussi imagée que caricaturale. Le mot et ce qu'il recouvre sont une trouvaille de Karl Marx, une nouvelle catégorie sociale qu'il invente pour expliquer les échecs des révolutions ouvrières,
Trahi par ses sous-prolétaires, une racaille sans feu ni lieu, dit-il, toujours prête à se vendre à la bourgeoisie, pour saboter les entreprises des ouvriers conscients. Pour la social-démocratie allemande, ce concept a aussi l'avantage de rendre l'ouvrier respectable. Le malheureux sous-prolétaire hérite à lui seul de toutes les tares que la bourgeoisie du XIXe siècle attribuait jusque-là à la classe ouvrière dans son ensemble. C'est une image plus complexe de la classe ouvrière allemande que révèle une étonnante enquête sociologique réalisée par un social-démocrate dissident qui, en 1910, a envoyé 8000 questionnaires à des travailleurs de la métallurgie et du textile. On y apprend qu'ils lisent Darwin, Marx, Nietzsche, la Bible et des romans policiers, mais ils parlent aussi de leurs conditions et de leurs espoirs. Je rêve d'une vie plus humaine, plus digne. La mienne n'est pas si différente de celle d'un esclave ou d'une bête de somme. Et comme seule l'idée de la liberté me pousse à vouloir une autre existence, mon désir le plus ardent est d'oser lutter pour cette liberté. Et de mener cette lutte avec une seule devise, plutôt mourir que de redevenir esclave. Mais l'enquêteur le mieux intentionné ne peut pas tout savoir. Il a fallu qu'un jeune pasteur évangéliste allemand se fasse engager comme simple manœuvre dans une grande usine pour y découvrir des pratiques que l'historien Alf Lüdtke a appelées Eigensinn, une sorte de quant à soi ouvrier. Cela va du temps grappillé à l'usine à d'étranges rituels d'atelier. Le seau d'eau glacé au-dessus de la porte. La colle dans les chaussures. Le baiser polonais. Un ouvrier frottant pendant de longues minutes sa barbe rêche et dure sur les joues d'un ouvrier imberbe. Autant de chahuts scabreux et de farces cruelles à travers lesquelles la communauté ouvrière affirme son autonomie. Thomas Lindenberger, historien. C'est une affirmation d'autonomie intérieure qu'on ne peut pas leur enlever. Et c'est le but recherché. Ces moments incarnent aussi une stratégie de survie dans des situations de dépendance qui vise à rendre cette dépendance plus supportable. Dans ce contexte, cet Eigensinn, ce quant à soi ouvrier, ne doit pas forcément être assimilé à une attitude de révolte ou de résistance face à la domination. Non, en fait, le plus souvent, c'est ce qui rend cette relation de domination vivable. À défaut de renverser le système, on peut s'en protéger en créant en son sein un monde parallèle, géré par les ouvriers eux-mêmes. Ce sont les coopératives ouvrières qui se multiplient en Allemagne, en Angleterre et en Belgique à la fin du XIXe siècle. Il s'agit au départ d'offrir aux ouvriers du pain au juste prix. Mais rapidement l'offre s'étend à tous les biens de consommation courante. Au café, au théâtre, à la prévoyance. On a reproché à ces coopératives de détourner les ouvriers de la lutte. Mais c'est aussi une façon de prouver qu'ils sont capables de gérer leur propre vie. Les objets sur cette table sont eux aussi le produit de l'autonomie ouvrière. Aucun n'est une voiture. Pourtant, ils ont tous été fabriqués dans une grande usine automobile, avec les outils et les matériaux de l'usine, par les ouvriers de l'usine, et sur le temps de l'usine. En France, on appelle ça la perruque ouvrière, une version productiviste de l'Eigensinn. Robert Cosman, ancien ouvrier de Renault. Ouais, une des perruques techniques qu'on a pu faire à plusieurs, parce qu'on ne faisait pas de la perruque individuellement, mais on a travaillé en équipe, c'est ce petit éléphant qui est en plusieurs morceaux. De mémoire, c'est 11 pièces, dont la clé pour le fermer, c'est les oreilles.
Ce qui était rigolo, c'est que la fraise, ça permet de faire que des coupes à angle droit, et faire un éléphant tout rond avec que des angles droits, c'était un peu rigolo. Voilà, mais c'est au moins 40 heures de boulot. Hein, voilà. Dans cette même partie de l'atelier, il y avait un copain taulier qui a fait une petite brouette en cuivre. Et l'intérêt de la brouette, c'est quand même qu'il a fait au marteau le rond de la roue et que c'est pas fait autour et qu'elle tourne pratiquement sans faux rond. La perruque, ça veut dire le sens de soi, retrouver le sens de soi. Et ça correspond à mon sens, à mon avis, ça correspond vraiment à la réalité de la perruque. C'est-à-dire qu'on travaille pour soi, on retrouve sa personnalité, sa créativité. Ou plus simplement réparer son scooter, hein, ou réparer une balayette. Mais on travaille pour soi. Moi, je pense qu'il y a une part de révolte, il y a une part de transgression, y compris pour les gens qui ne sont pas militants, qui ne sont pas syndicalistes. Moi, j'ai doublé sur l'acier avec un vieil ouvrier portugais, Pedro da Silva, et il a fait tous les outils chez lui pour construire sa maison, les pelles, les pioches, etc. Je le connaissais bien, puisqu'on travaille ensemble, n'a jamais voulu faire grève, n'a jamais critiqué l'usine, jamais critiqué les chefs, mais quand il partait avec sa perruque, il avait un sourire jusque-là, parce qu'il avait transgressé la règle. Et la perruque, c'est ambigu, on ne peut pas dire c'est uniquement de la résistance à l'ordre établi, on ne peut pas dire c'est seulement de la compromission, parce que c'est pas entièrement lutte de classe, une usine, et puis c'est pas entièrement à la botte du patron non plus. Ça dépend des moments, ça dépend des périodes, ça dépend des jours, ça dépend de le matin quand t'es en boule ou pas, que t'envoies chier le chef, c'est la vie, quoi. Hein.